Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne, et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur un thème qui me touche en accompagnement et qui va parler des croyances que les accompagnants, aussi bien psychologues, magnétiseurs qu'hypnothérapeutes également, peuvent induire chez les personnes qui viennent en séance. Et ça me semble très important d'en parler puisque quand on est accompagné, on vient rechercher une aide par rapport à une souffrance que l'on porte à l'intérieur de soi et de cette souffrance, on est amené à rejoindre des zones de vulnérabilité, à les présenter à une personne qui va nous écouter, qui va nous entendre et en qui on va pouvoir avoir confiance. Et de cette confiance, de cette aide, vont naître des choses, parfois de la dépendance affective, et c'est aux praticiens de s'assurer de ne pas entretenir cette dépendance affective, mais bien d'en parler également et de faire en sorte de tendre vers le fait qu'elle ne soit plus là. Mais aussi, d'autres fois, ça a aussi tendance à mettre le praticien ou l'accompagnant sur un piédestal. Et c'est là qu'il commence à y avoir un risque, puisque c'est une position qui, quand on n'y est pas préparé, chez un accompagnant ou une accompagnante, peut être très agréable, peut donner des ailes à l'accompagnant et faire en sorte que s'il n'y prend pas garde, eh bien, il se sente pousser des ailes et qu'il fasse ensuite un mauvais travail. Je m'explique. Je reçois en ce moment pas mal de personnes où il y a énormément de croyances qui ne viennent pas d'eux, mais d'accompagnants, psychologues, magnétiseurs, hypnothérapeutes, qui leur ont partagé leur propre manière de voir les choses, leur propre vision, et c'est venu changer des choses à un niveau identitaire dans la vie des personnes. Par exemple, on prend un exemple tout simple. Une personne vient vous parler d'arachnophobie et son hypnothérapeute, dès la première séance, lui a dit cherchez pas, ça vient de votre mère. Parce que la mère, c'est une personne féminin, comme l'araignée, comme par hasard, et que l'araignée va tisser un cocon autour de sa proie. Et donc, du coup, si vous avez peur des araignées, c'est que vous avez un problème relationnel avec votre mère. Je sais pas ce que ça vous fait d'entendre ça, je trouve ça absolument terrifiant. Déjà parce que peut-être que la personne l'a lu dans un bouquin, mais elle n'en sait rien. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que ça l'est pas du tout. Et imaginez un peu les conséquences que ça va avoir dans la vie de la personne si la personne y croit. Imaginez si c'est un jeune de 18-19 ans, que c'est la première fois qu'il teste ou qu'elle teste l'hypnose et qu'elle tombe là-dessus. Cette personne rentre chez elle le soir et dit à sa mère: «Il faut qu'on parle, ça va pas du tout notre relation». Peut-être que ça venait de là et peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque et que ça vient de toute autre chose. Et là, il y a danger. Pour moi, à titre personnel, il y a danger puisque ça risque de changer la relation par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui bouge dans l'environnement familial et en fait, la praticien ou la praticienne n'en sait rien. Un accompagnement ericksonien est extrêmement différent. L'accompagnement ericksonien, il va se baser sur le ressenti. OK, qu'est-ce que vous déjà, l'arachnophobie et les phobies ne sont pas autorisées dans les accompagnements hypnotiques. Ça relève de l'ordre médical. Mais s'il devait y avoir un accompagnement ericksonien par rapport à ça, on partirait du sujet, on partirait du client, sujet avec un S majuscule, hein, on s'entend. De savoir ce que lui ou elle ressent par rapport à ça, d'où est-ce que ça vient pour lui, qu'est-ce que ça lui rapproche, et puis depuis un état d'hypnose, voir les images qui se présentent, voir un discours et des réponses qui sont beaucoup plus inconscientes, mais qui ne viennent pas de l'accompagnant ou de l'accompagnante. Et il y a plein d'autres exemples comme ça qui me viennent et que je trouve vraiment que c'est important de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous rappeler, si vous êtes accompagné, de garder votre esprit critique, quoi qu'il arrive, et de ne pas prendre comme acquis et comme une certitude ce que votre accompagnant ou votre accompagnante vous partage. Et encore une fois, que ce soit dans n'importe quel type de profession, on peut aussi l'avoir au niveau professeur-élève, mais là on parle vraiment de l'accompagnement. J'ai reçu une personne dernièrement qui m'a dit euh, qu'elle avait rencontré sa flamme jumelle. Ok, pourquoi pas.
et que sa flamme jumelle, eh bien, c'était une femme qui ne sait pas qu'elle est amoureuse de lui. Une femme, pourtant tout le monde le voit autour, bref, c'est une histoire absolument merveilleuse, une passion. Ok, et quand on questionne un petit peu, eh bien, cette croyance-ci, elle ne vient pas de la personne que j'ai accompagnée, mais elle vient de son ou sa psychologue qui était en train de vivre la même chose, qui a des croyances personnelles et qui raconte ce genre de choses à ses clients ou à ses clientes. Et là, moi, à titre personnel, ça me pose vraiment question euh, du rôle et des limites de l'accompagnant et de l'accompagnante. À quel moment est-ce que parce que le thérapeute vit quelque chose dans sa vie personnelle, il en fait partager, il projette sur ses clients ce genre de choses. Parce que peut-être qu'effectivement, il y avait une histoire de flamme jumelle entre ces deux personnes. Et peut-être juste que c'était une femme normale qui a mis un vent, qui a mis un râteau à mon client, et que du coup, c'est juste fin de l'histoire. Sauf qu'avec cette histoire, mon client, pour lui, c'est devenu identitaire, à tel point qui s'est mis dans la tête que euh, cette femme-ci, ça ne pouvait pas être une autre. Mais ça vient pas de lui. Il y a une partie de lui qui l'accepte, mais c'est pas venu de lui initialement, c'est venu de son accompagnant ou de son accompagnante. C'est pareil, j'ai choisi mes parents. Ça vient d'où cette histoire? Ben, c'est ma psy qui me l'a dit. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Alors bien sûr, en séance, je dis pas ça, je dis pas qu'est-ce qu'elle en sait, puisque ce serait beaucoup trop projectif et ça serait projeter mes propres croyances ou choses pour le coup, et ça ne serait pas adapté. Donc je demande plus aux personnes ce que ça leur apporte. Dans quelle mesure est-ce que ça les aide? Dans quelle mesure est-ce que ça leur fait du bien ou du mal? Et avec un accompagnement ericksonien, c'est très différent de ce genre de choses. L'accompagnement ericksonien, il redonne du pouvoir. Tiens, j'ai vécu une déception amoureuse. Ok, qu'est-ce que ça vous fait chez vous? Pour vous, comment est-ce que vous vivez les choses? En quoi est-ce que cette émotion, qu'est-ce qu'elle a à raconter? Est-ce qu'elle a quelque chose à vous partager, à vous raconter? Et venez, on va partir explorer en sécurité ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Cette fois-ci, on va partir le rejoindre pour voir ce que ça vous fait et comment vous pouvez agir dessus. Et c'est très différent de dire ça et de dire ah mais cherchez pas, vous avez rencontré votre flamme jumelle, moi d'ailleurs j'ai rencontré la mienne. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est des croyances qui sont propres aux praticiens et à titre personnel, en dehors des séances, lorsque je sors des séances, hein, pas pendant, mais en dehors, ça me heurte parfois. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que des cas comme ça, on en rencontre plein. Il y a des personnes qui voient Jésus en séance. Il y en a d'autres où leur accompagnant et leur accompagnante reçoivent des messages et leur disent que ce sont des anges. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être aussi que ça ne l'est pas. Et toute la question, c'est dans quelle mesure cette croyance du praticien a sa place en séance, influence le ou la personne qui vient dans une situation de souffrance et de vulnérabilité et a un impact sur sa vie. Dans quelle mesure est-ce que ça l'aide? Très souvent, c'est dit avec énormément de bonnes intentions, mais il y a des formules toutes faites pour ça, telles que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est pareil, lorsque j'ai découvert l'hypnose, j'ai pas commencé par l'hypnose ericksonienne, euh, je suis tombé sur une personne euh, qui avait des croyances très précises sur l'hypersensibilité. Et cherchez pas, vous êtes hypersensible, toute ma clientèle est hypersensible, moi-même je le suis, donc vous l'êtes. Je vous laisse imaginer, déjà, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Est-ce que la personne a fait des études par rapport à ça? Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Si elle sait de quoi elle parle, pourquoi pas? Preuve à l'appui. Mais sinon, ça enferme la personne dans une case. Et c'est assez grave ce qui se passe. Je trouve à titre personnel que c'est grave, surtout quand on ne sait pas de quoi on parle. Si on est formé, si on est spécialisé par rapport à ça, ok. Mais sinon, ça peut être dangereux de mettre les gens dans des cases. Et pas seulement de ce côté-ci. Lorsque cette personne expliquait l'hypersensibilité, elle expliquait que c'était des êtres de lumière qui étaient venus s'incarner sur Terre
et des êtres lumière qui sont venus s'incarner sur Terre pour y régler des choses qu'elles ont à régler. Euh, Moi, quand j'explique l'hypersensibilité, parce que je m'y suis formé déjà, eh ben, j'explique que c'est une partie du cerveau qui est plus activée qu'une autre au niveau des neurosciences, au niveau du cortex préfrontal, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur. Et que les réactions sont du coup vécues différemment parce que à l'intérieur du cerveau, il se passe d'autres choses. Et l'explication scientifique, elle est très différente et beaucoup plus rationnelle que quelque chose qui peut-être est vrai à l'extérieur, mais on n'en sait rien du tout, et c'est pas vérifié. Et ça me pose question de savoir dans quelle mesure est-ce que ça aide la personne, et dans quelle mesure est-ce que ça la limite. Il y a plein de choses par rapport à ça, et ça me pose vraiment question. C'est pareil, quand j'explique l'hypersensibilité, j'explique aussi qu'on retrouve la même proportion, scientifiquement c'est prouvé, chez les êtres humains que chez les animaux. Il y a une autre personne qui est venue en séance aussi et qui présentait tous les stress, tous les signes d'un stress post-traumatique complexe. Là encore, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est l'une de mes spécialisations. Je m'y suis beaucoup formé, avec beaucoup d'études scientifiques à l'appui, depuis les écoles également. Et seulement, il y a une psychologue qui est arrivée après ça et qui n'y était pas formée du tout et qui a reçu ma cliente et qui lui a prouvé par A plus B qu'elle ne souffrait pas de stress post-traumatique. Et du coup, ça a entretenu une partie inconsciente qui se plaisait dans le déni et qui a généré de la colère, qui a généré plein de choses. Et il y a un manque de formation derrière tout ça. Et juste continuer à garder votre esprit critique. Et l'approche ericksonienne, c'est ça. Ça vient questionner et ça ne vient pas mettre des choses dans la tête. Euh, on a tous des croyances et on le fait tous. On partage tous des croyances, parfois malgré nous. C'est même plutôt bon signe quand c'est malgré nous. Et en soi, c'est pas grave, parce qu'on est des êtres humains, qu'on est faillible et qu'on n'est pas des machines aussi. Et que la personne qui vient vous voir vient vous demander conseil également. Euh, Ce qui est grave, c'est de ne pas s'en rendre compte et de ne pas travailler sur soi lorsqu'on est accompagnant et de se plaire dans cette position où on reçoit des éloges parce que les personnes vont mieux et donc du coup d'imaginer qu'on a le savoir et qu'on a la science et que notre parole devient vérité. C'est faux, c'est pas vrai. Si la personne va mieux, c'est pas grâce à l'accompagnant, c'est grâce à elle. Et il faut lui rendre son pouvoir, ça c'est super important à mes yeux en tout cas. Sinon, ça entretient la dépendance affective et sinon, ça amène à ce genre de choses qui peut parfois amener à du n'importe quoi et avoir des grosses conséquences identitaires dans la vie des personnes. Euh, Il y a tout un travail ensuite de déconstruction à faire. Euh, vous êtes dépendante affective ou dépendant affective. Non, c'est pas vrai. Qui vous a dit ça? Il y a une partie de vous qui souffre de dépendance affective. Et rien que ça, c'est extrêmement différent. Les mots qu'on emploie ont un sens et ont un impact sur la vie des gens. Ils ont une importance, hein. Et ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est méfiez-vous et gardez toujours votre esprit critique. Il y a aussi tout le côté je ne suis pas mon problème. Et quand on dit vous êtes dépendante ou dépendant affective, il y a tout ce côté-là qui se met en mode oh, l'intégralité de mon être est en dépendance affective. Mais qu'est-ce que ça change si plutôt que de se dire ça, la personne est accompagnée par une prise de position qui est une partie de vous souffre de dépendance affective et a besoin d'attention, a besoin de vous, de contact avec les autres, de tout ça. Et on va travailler dessus. Qu'est-ce que ça change comme différence? Qu'est-ce que ça fait comme différence pour la personne? Quelque chose de très simple. Elle passe de je suis mon problème à mon problème est une partie de moi. Mais comme c'est une partie de moi, il y en a peut-être plein d'autres qui ne sont pas cette souffrance, qui ne sont pas mon émotion. Et ça, je pense que c'est important aussi. C'est pareil, il y a une personne qui est venue me voir aussi et elle me racontait que pour elle, c'était suite à une rupture amoureuse qu'elle est allée voir un magnétiseur et son magnétiseur lui a dit oh, il m'arrive la même chose dans ma vie.
OK, déjà, dans quelle mesure est-ce que c'est pertinent de savoir ça? Vous venez pour vous venez pas pour connaître la vie de votre accompagnant et de votre accompagnante. Peut-être que ça peut avoir une utilité parfois, mais dans quelle mesure? Et puis, cette personne-ci a dit: «Ben, voilà ce qu'il faut que vous fassiez pour vous en sortir» et puis votre ex, il est en train de souffrir, il est en train de vivre ci, de vivre ça, de vivre ça. Qu'est-ce que cette personne en sait? Peut-être que c'est vrai, mais peut-être qu'elle est complètement à côté de la plaque. Et sauf que moi, la personne vient me voir en séance en me disant: «Oh, mon ex, de toute manière, il vit ça, il ressent ci, il ressent ça». Comment vous le savez? Ben, c'est le magnétiseur qui me l'a dit. Vous croyez, vous, à ça? Et là encore, c'est une position qui est très délicate, hein, puisque si on dit: «Oui, j'y crois», ça vient renforcer quelque chose qui vient de vous, pour le coup, donc pas de la personne, et qui n'est peut-être pas vrai. Et si vous dites: «Non, j'y crois pas», eh ben, c'est terrible aussi parce que ça vient créer une contradiction et casser ce que le magnétiseur avait dit, lui, de son côté. Donc là, une réponse qui peut sembler adaptée, c'est: en quoi est-ce que c'est important pour vous? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est rendre le pouvoir à la personne qui vient vous voir. C'est rendre le pouvoir à vous qui venez en séance. Ça, c'est important. La personne que vous venez voir, elle a des connaissances en psychologie, elle a des connaissances en hypnose, elle a des connaissances en magnétisme, ou bref, dans son domaine, elle est censée être bonne dans son domaine, euh, mais c'est tout. C'est une personne lambda, c'est une personne normale. Et quand elle sort de son cabinet, elle a sa vie. Elle a sa vie de célibataire, elle a sa vie avec sa femme ou ses enfants, ou son mari ou son conjoint. Et elle a tout ce qui lui tombe dessus aussi au quotidien. Et elle n'a pas toutes les réponses, hein. Donc, demandez-vous ce que vous cherchez en séance. Est-ce que vous cherchez une personne qui va vous dire c'est ça votre solution, au risque pour le coup de répondre à des peurs qu'il peut y avoir à l'intérieur de perte de contrôle, de on me met quelque chose dans la tête, un peu comme l'hypnose de spectacle qu'on peut voir à la télé et qui peut donner cette impression-là, mais on peut retrouver la même chose en, en beaucoup plus caché sous un fond d'écoute et de bienveillance qu'on n'a pas forcément dans la vie quotidienne. Donc, gardez cette vigilance à l'esprit, continuez à penser par vous-même. Les accompagnements font énormément de bien, sont très très utiles. J'ai même la croyance, encore une fois c'est personnel, mais je suis pas en séance donc je peux le dire, que ça peut parfois sauver des vies, notamment avec le dispositif Mon Soutien Psy, qui est là dans le cas de dépression pour le coup. Euh, mais attention à pas se sentir pousser des ailes et à pas avoir devant vous quelqu'un qui projette ses propres croyances sur vous, qui vont ensuite changer votre vie. Et changer votre vie, pas forcément de la meilleure des manières possibles pour vous. Gardez votre esprit critique à l'oreille. C'était une longue vidéo, je pensais pas qu'elle serait aussi longue que ça, mais c'était quelque chose qui me tient à cœur, hein. En tout cas, de l'importance des croyances et de ce qu'on fait passer quand on est praticien, ou accompagnant, ou psychologue, ou autre. Encore une fois, sentez-vous libre d'être d'accord ou pas d'accord, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh, c'est aussi votre liberté, c'est aussi votre libre arbitre, et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et c'est complètement ok, ce n'est qu'un point de vue personnel. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Si des séances vous intéressent depuis l'approche ericksonienne, donc une approche qui est très différente et qui vous redonne le pouvoir tout en accompagnant votre souffrance dans le but que vous alliez mieux, alors je vous mets les coordonnées en description et on se retrouve très vite pour des séances en présentiel ou en visio. On se dit à très vite, bye bye.